On est parfois forcé de prendre des décisions qui sont quasi impensables et très difficiles à prendre. Je me souviens quand j'ai vu le 11 septembre se dérouler à l'époque en direct à la télévision et que j'ai vu l'immeuble pris par les flammes et les gens qui étaient au bord et qui avaient le choix entre brûler à l'intérieur ou se jeter du 20e étage. Quelle décision à prendre? Pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, j'aimerais que vous y réfléchissiez un peu, que vous ayez cette question à l'esprit et vous demandez ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place de l'un des deux protagonistes de cette histoire. Si vous aimez les récits mystérieux, les récits sombres, les récits fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour mettre une vidéo en route tous les samedis. Si vous aimez, souvenez-vous de mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous inscrire et à cliquer sur la cloche pour être averti chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vers 13h30, le 8 août 1999, un garde forestier qui s'appelle Lance Matson regarde en fronçant les sourcils une Mazda rouge poussiéreuse qui est dans le parking, par ailleurs vide d'ailleurs, juste à l'extérieur du parc national des grottes de Carlsbad au Nouveau-Mexique. Lance, ou Lance comme on l'appellera, sait que ces deux hommes, les deux hommes qui sont propriétaires de cette Mazda, ont obtenu un permis de une nuit pour aller dans Rattlesnake Canyon. Rattlesnake, ça veut dire serpent à sonnette, qui est l'une des parties les plus isolées de ce parc national. Alors c'est en fin de compte une espèce de long sentier broussailleux avec donc des parois de canyon de chaque côté, et pour accéder à Rattlesnake Canyon, les gens doivent aller au centre des visiteurs en premier lieu et remplir des papiers afin que les gardes forestiers sachent qui est où et combien de temps ils vont rester et puissent vérifier s'il s'est passé quelque chose, s'ils ne reviennent pas à temps, etc. Et donc, les deux hommes propriétaires de la Mazda, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rempli tous les papiers et ils ont eu leur permis pour rester une nuit. Et maintenant, ça fait 3 nuits supplémentaires qu'ils ont passées dans le canyon. Et maintenant, cela veut dire que Lance est obligé d'aller voir ce qui se passe. Alors, il n'est pas inquiet, parce que ça arrive régulièrement que les gens ont un permis pour une journée ou deux et restent plus longtemps. Mais il est plutôt agacé parce que maintenant, il va falloir qu'il prenne un volontaire avec lui, qu'il aille dans Rattlesnake Canyon, trouver ces deux gars, voir un petit peu ce qui se passe, leur faire une sérénade, etc., etc. Donc là, Lance et le volontaire du parc qui l'accompagne commencent donc à marcher sur le sentier en direction de Rattlesnake Canyon. Après avoir marché presque 2 kilomètres sur ce sentier, ils aperçoivent devant eux, juste à côté du sentier, en fin de compte, une tente verte et bordeaux qui est plantée en plein air. Et donc, Lance se dit que ça doit être les deux hommes propriétaires de la Mazda rouge. Et donc, l'agacement de Lance se transforme un petit peu en soulagement parce que ça a été relativement facile de trouver ces deux campeurs, donc apparemment les choses ne sont pas si terribles. Mais lorsque Lance et son partenaire marchent le long du sentier et le quittent pour aller vers cette tente, ils s'aperçoivent qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Déjà, il y a cette horrible odeur de produits chimiques brûlés, quelque chose comme ça. Et puis partout sur le sol, il y a plein de petits morceaux de déchets brûlés on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Et lorsque Lance et son volontaire voient que la tente est fermée par une fermeture éclair, ils peuvent voir qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de la tente et qui fait aucun bruit. Donc, ils ouvrent la tente pour voir un petit peu ce qui s'y passe et ils sont relativement choqués par ce qu'ils y voient. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fin de compte, il nous faut revenir 3 jours plus tôt, le 5 août 1999.
C'est un homme de 26 ans qui s'appelle David Coughlin qui se réveille. Il est dans un sac de couchage à l'intérieur de sa tente, verte et bordeaux, donc dans Rattlesnake Canyon. Dès que David s'assoit, il sourit parce qu'il peut entendre jusqu'à l'extérieur de sa tente le son de son meilleur ami, Rafi Kodakayan, qui est en train de préparer le petit déjeuner. Et il rassemble ses provisions pour la journée de ce matin. Dave, David et Rafi sont de très bons amis. Et ils ont fait pas mal de voyages ensemble. Et 6 jours plus tôt, ils sont donc partis, ils ont quitté leur ville natale de Boston, dans le Massachusetts, et ont fait plus de 3000 kilomètres vers l'ouest, ont dormi dans des parkings et dans des motels bon marché parce qu'ils voulaient aller à Santa Barbara, en Californie, où Dave, c'est une université, où Dave va faire son master en ingénierie environnementale. Donc, il transforme ce voyage en Californie en grandes vacances qu'ils peuvent enfin passer ensemble. Le parc national des grottes de Carlsbad est en fin de compte l'endroit préféré des deux hommes parce que, à l'inverse des endroits où ils sont allés jusqu'ici, qui sont plutôt petits et bon marché, eh ben Carlsbad Caverns, c'est immense, hein, c'est plus de 20 000 hectares de désert sauvage. Et pour Dave et Rafi, qui d'habitude font un travail de bureau un petit peu ennuyeux, eh ben c'est plutôt excitant. C'est un petit peu comme s'ils étaient des cow-boys en train d'explorer l'Ouest sauvage. Donc, lorsque Dave est assis dans sa tente et qu'il écoute Rafi préparer le petit déjeuner et se préparer, il remarque quand même qu'il commence à transpirer, même si c'est l'heure relativement matinale, parce qu'il commence déjà à faire chaud dehors. Dave prend son eau et il en boit une gorgée. Et en faisant ça, il pense un petit peu au garde forestier qui les a aidés à remplir ces fameux papiers et qui les a autorisés à aller dans Rattlesnake Canyon et qui avait insisté sur le fait que Dave et Rafi devaient avoir au moins 3,5 litres d'eau par personne et par jour qu'ils vont passer ici à cause de la chaleur. Mais bon, ils ont écouté le garde forestier. Mais Rafi, qui a beaucoup plus d'expérience en camping que Dave, a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'autant d'eau que ça. C'est totalement exagéré. Ils n'ont pas besoin de 7 litres d'eau pour y aller. Ils ont prévu 3 bouteilles d'eau, de 3 bouteilles de demi-litre, d'un demi-litre d'eau, donc 1,5 litre en tout, ce qui est un peu plus de 6 fois moins que ce que le garde forestier avait suggéré pour la journée. Donc, les hommes ont déjà utilisé une de ces bouteilles d'eau d'un demi-litre pour faire bouillir des hot dogs la veille pour leur dîner. Et maintenant, il y a la bouteille que Dave est en train de boire et qui est donc à moitié vide. Donc, ils sont plus ou moins à leur dernière eau. Mais Dave n'est pas inquiet pour son eau parce que lui et Rafi vont sortir de Rattlesnake Canyon ce même jour pour retourner dans leur voiture pour continuer leur voyage en Californie. Donc, ils ont installé leur tente pas très loin du parking. C'est une courte randonnée pour y aller. Et puis, ensuite, tout ira bien. Dave rebouche donc son eau, il sort de son sac de couchage, il quitte la tente, il va rejoindre Rafi pour préparer leurs provisions en vue de leur randonnée pour sortir. Vers 8h30 du matin, tout leur site est emballé, les deux hommes se mettent en route vers leur véhicule. Alors, ils marchent à un rythme relativement tranquille en direction de leur véhicule pendant à peu près 1 heure. Pendant qu'ils marchent, ils peuvent voir des signes qui leur indiquent qu'ils sont sur le bon sentier. C'est un petit peu comme des piles de roches blanches qui marquent le chemin, sur lesquels on peut se baser pour suivre un chemin. Mais après avoir marché pendant 1 heure, là, logiquement, ils se disent qu'ils devraient déjà être au parking, mais ils ne le voient pas. Donc, ils ne sont pas encore inquiets parce qu'ils se rappellent qu'ils sont pas très loin du parking. Donc, ils vont se dire quelques minutes de plus et puis c'est bon, on va avoir le parking. Ils s'arrêtent, ils boivent encore de l'eau et puis ils continuent à marcher. Mais après avoir marché pendant encore 2 ou 3 heures dans la direction qu'ils pensent être la direction du parking, ils voient toujours pas de parking, toujours rien. En fait, ils ne voient absolument rien qui leur semble familier. Enfin, familier façon de parler parce qu'ils viennent d'y arriver.
Et il n'y a plus de piles de roches blanches du tout nulle part pour leur montrer qu'ils sont sur un sentier. Donc ils sont totalement perdus. Dave et Raffi font de leur mieux pour ne pas paniquer. Ils s'assoient tous les deux, ils retirent leur sac, ils sortent la carte topographique pour essayer de trouver un signe de l'endroit où ils se trouvent. Mais les cartes topographiques, c'est très difficile à lire en fin de compte et aucun des deux n'a d'expérience dans ce genre de situation. Et donc les caractéristiques géographiques n'ont absolument aucun sens pour eux sur la carte, qui leur est donc de absolument aucune utilité. Et il fait de plus en plus chaud minute par minute. David et Raffi rangent la carte, ils commencent à se sentir assez frustrés et ils pensent à se lever et à continuer à marcher plus ou moins dans la direction approximative qu'ils pensent être la bonne. Mais dès qu'ils se lèvent, ils se sentent vraiment, c'est à ce moment-là où ils se sentent vraiment épuisés de la marche qu'ils viennent faire et ils peuvent sentir la chaleur maintenant il est environ de midi, donc la chaleur qui vraiment les brûle. Donc, les deux hommes marchent jusqu'au bord d'une paroi du canyon, où il y a quelques arbustes qui pendent au mur et qui leur donnent un petit peu d'ombre, et ils s'assoient sous cette ombre, en silence. Alors, les deux hommes savent bien qu'ils n'ont pas les provisions nécessaires pour rester très longtemps dans ce canyon, en fin de compte, et en tout cas, ils n'ont pas assez d'eau, ce qui maintenant commence à leur apparaître comme une erreur relativement fatale qu'ils ont faite. Mais heureusement, alors qu'ils sont assis là, il y a d'énormes nuages d'orage qui arrivent et pendant un très court moment, il y a une averse qui tombe, mais vraiment une averse très forte. Donc Dave et Raffi attrapent des gouttes de pluie dans leur bouche. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour leur remonter un petit peu le moral. Ils ont donc un peu plus d'hydratation et ils se sentent prêts à faire face un peu plus à la situation. Une fois l'orage passé, Dave et Raffi décident donc que leur meilleure option est de continuer à marcher pour essayer de trouver ce fameux parking. Et malgré cette motivation, ils marchent pendant des heures et des heures jusqu'à la nuit sans trouver le parking. Finalement, ils comprennent qu'ils vont être obligés de s'arrêter et d'installer leur camp pour une autre nuit passée dans le canyon. Ils commencent vraiment à avoir peur là en ce moment et ils trouvent donc un ravin érodé où ils installent leur tente verte et bordeaux, mais aucun des deux hommes ne peut dormir. Ils restent assis à l'extérieur de leur tente en se disant l'un à l'autre, essayant de se remonter un petit peu le moral, ils se disent de ne pas s'inquiéter. Les gardes forestiers ont remarqué qu'ils ne sont pas revenus à temps. Et ils ont le permis pour seulement un jour et ils ont dépassé la limite. Donc, on va forcément venir les chercher ici. Mais dans le fond et dans l'esprit de Dave et Raffi, ils sont pas si sûrs que cela va vraiment arriver. Et en plus, ils savent pas combien de temps ça va mettre aux gardes pour commencer à s'inquiéter et pour arriver jusqu'à eux. Pendant qu'ils parlent, ils voient au loin quelque chose qui ressemble à des phares, un petit peu comme les phares d'une voiture qui se déplace à l'horizon. Et donc, Dave et Raffi se disent tous les deux, OK, donc ça veut dire qu'il doit y avoir une route là-bas. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de marcher jusqu'à cette route. Et là, du coup, on va être sauvés. On n'a pas besoin que les gardes forestiers viennent nous secourir du tout. Donc, tout à coup, ils ont rempli d'espoir et ils oublient en fin de compte la faim, la soif et ils rampent dans leur lit et s'endorment quasi immédiatement. Ils attendent impatiemment le lendemain matin parce qu'à la lumière du jour, ce sera plus facile pour eux de marcher jusqu'à cette route et enfin de pouvoir rentrer chez eux. Dave et Raffi écrivent sur un journal, sur des feuilles de papier, dans quelle direction ils sont allés, leur nom, etc. Et en fin de compte, ils laissent ça au campement pour le cas où quelqu'un devait trouver la tente. Et dans ce cas-là, ils sauraient dans quelle direction ils sont partis pour le cas où il y en aurait besoin ou on aurait besoin de les retrouver. Donc, ils laissent le journal au campement et ils partent pour aller vers cette route. Mais après avoir marché plusieurs heures en pente graduelle, ils atteignent une forme de crête où il y a cette fameuse route au-dessus.
Mais pour monter, c'est super difficile. Il y a des cactus partout. Les ravins qui mènent jusqu'au sommet de cette crête sont glissants, presque verticaux. Donc c'est quasi impossible à escalader. Et c'est vraiment une corvée d'y arriver. C'est vraiment très difficile. Souvenez-vous que Dave et Rafi sont relativement épuisés. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau. Et ils sont en fin de compte dans un assez sale état. Donc cela leur demande énormément d'énergie pour monter sur cette crête, mais finalement, ils y arrivent et ils regardent au loin et il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Absolument rien. C'est juste le désert, aussi longtemps qu'ils peuvent voir que du désert. Ils n'ont absolument aucune idée de ce que c'était que ces lumières qu'ils ont vues ou qu'ils ont cru voir, mais de toute évidence, ça ne pouvait pas être des phares. Ça peut peut-être avoir été un mirage. Ils étaient tellement désespérés à être sauvés qu'ils ont peut-être imaginé voir cette route ou voir ces phares, ou peut-être que c'était autre chose. Les deux hommes regardent en silence, stupéfiés, le néant qui s'étale devant eux, et ils remarquent qu'un vautour a commencé à voler en cercle lent au-dessus de leur tête. Un petit peu comme s'il attendait que ces deux hommes meurent pour qu'ils puissent descendre, les manger. Dave trouve qu'il faudra retourner à leur campement tout de suite, sans attendre, mais Rafi pense plutôt qu'il faudrait mieux continuer, tout simplement parce que on ne sait jamais, pourra-t-on dire. Peut-être qu'il y a une route un peu plus loin, mais après avoir marché pendant encore quelques heures, il n'y a toujours pas de route, donc les deux hommes sont au-delà de l'épuisement, et ils finissent donc par faire demi-tour et marchent péniblement tout le chemin du retour à leur campement. Pendant qu'ils marchent, ils se disent peut-être qu'on y arrivera, peut-être que les gardes forestiers sont déjà là et ils nous attendent, peut-être que l'équipe de recherche sera là, mais quand ils arrivent à leur campement, il n'y a absolument aucun signe que quelqu'un soit venu à leur campement depuis qu'ils sont partis. Leur journal avec leurs notes et leurs cartes et tout ça c'est juste en plein milieu de leur campement intact. Et c'est à ce moment que le moral de Dave et de Rafi est devenu totalement brisé. Le lendemain matin, samedi 7 août, Dave et Rafi entament leur 4e jour dans le désert et leur 3e jour sans eau. Rafi est tombé très malade parce qu'il a bu sa propre urine, chose qu'il ne faut pas faire, et Dave commence à ressentir des crampes d'estomac. C'est très probablement parce qu'il a mangé des figues de Barbarie qu'il avait trouvées sur des cactus et qui n'étaient pas très mûres. Et de plus, les jambes de Dave commencent à avoir des crispations, enfin des tensions, le manque d'eau, le manque de minéraux, ce qui rend quasi impossible la marche. Les deux hommes savent donc qu'ils n'ont aucune chance de sortir d'ici à pied vers la sécurité. Ils n'ont qu'à attendre. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'attendre que le sauvetage arrive et espérer que le sauvetage arrive. Ce jour-là, Dave et Rafi tentent avec le peu d'énergie qu'ils ont de faire un énorme symbole SOS avec des pierres, en utilisant des pierres et des rochers. Mais après avoir fait le S et le O, ils n'ont plus suffisamment d'énergie pour ramasser les rochers et les pierres pour faire le dernier S. Ils ne terminent donc jamais leur symbole de SOS. À un moment donné, Rafi trempe son sac de couchage dans du carburant et il l'allume pour essayer de créer un signal de fumée que quelqu'un pourrait voir. Mais la fumée ne monte pas assez haut et ça ne marche pas. Et la seule chose que ça fait, c'est qu'en fin de compte, ça détruit le sac de couchage de Rafi et ça crée cette horrible puanteur autour de leur campement de produits chimiques, de polyester brûlé, etc. Tous ces produits qui composent le sac ou qui composaient le sac de couchage. Donc cet après-midi-là, lorsque le soleil est au-dessus de leur tête et leur tape dur sur la tête, Davy et Rafi rampent simplement à l'intérieur de leur tente et ils restent là en silence. Ce faisant, ils remarquent que les pierres sous leur tente semblent un petit peu fraîches. Donc ils coupent le fond de la tente et ils s'allongent directement sur ces roches détachées à l'intérieur de leur tente qui leur donnent un tout petit peu de fraîcheur. Et ce soir-là, toujours aucun sauveteur est arrivé
Dev et Rafi commencent à comprendre que cela pourrait être la fin. Dev prend ce carnet où il avait dessiné cette carte de l'endroit où étaient les lumières de la route, où il pensait que les lumières de la route se trouvaient. Il tourne la page et il écrit une note à sa petite amie en lui disant au revoir en fin de compte parce qu'il sait qu'il va probablement mourir. Et Rafi prend le journal et il fait quelque chose de similaire, mais il inclut que il ne permettra pas aux vautours de la voir. Il veut que leur corps soit intact pour que leur famille les trouve. Après avoir écrit ses notes et rangé le journal, Dev et Rafi rampent hors de la tente parce que maintenant il fait nuit, le soleil s'est couché et il fait un peu plus frais dehors. Les deux hommes s'assoient et commencent à avoir une conversation sur la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est une conversation très chargée en émotions. Et à un moment donné, Dave pleure de désespoir. Mais à la fin de la conversation, les hommes prennent la décision. Une décision impensable qui ne serait prise que quand dans une situation comme celle-ci. Une fois que les deux hommes soient sur la même longueur d'onde, ils rampent à l'intérieur de la tente et la ferment. La fermeture est claire. C'est donc le lendemain matin, le 8 août 1999, que ce garde forestier et ce volontaire avec qui il est marchent le long du sentier vers Rattlesnake Canyon et découvrent ce campement saccagé de Dave et Rafi. Ils montent, ils voient tous les matériaux brûlés à proximité, donc le sac de couchage de Rafi et d'autres morceaux de déchets qu'ils ont essayé de brûler. Et puis, Lance ouvre donc cette tente et à l'intérieur, il voit Rafi qui est vivant. Il est allongé sur le côté, il ne porte que ses shorts vert sale et il a l'air totalement émacié et hagard. Le gars a vraiment l'air d'être aux portes de la mort. Rafi, quand il voit Lance regarder à l'intérieur, il lui dit simplement « S'il vous plaît, dites-moi que vous avez de l'eau. » Et Lance a de l'eau et la lui donne. Et puis Lance, du fait où il savait que Rafi était avec quelqu'un d'autre, Dave, il lui dit où est le gars qui était avec vous ?» Et Rafi, tout en buvant l'eau, pointe tout simplement d'un geste, pendant qu'il boit l'eau, d'un geste plus ou moins désinvolte, hors de la tente, dans la direction hors de la tente, quelque part derrière. Lance et son partenaire se retournent pour voir et ils voient absolument personne. Ils regardent en direction de la paroi du canyon et là, il n'y a rien. Lance se retourne à nouveau vers Rafi et lui dit « Mais t'es sûr qu'il est là ?» Et Rafi, sans aucune expression dans son visage, continue tout simplement à pointer et dit « Oui, il est juste là-bas. » Lance se lève, se retourne, commence à marcher vers cette paroi du canyon que Rafi lui a indiquée. Mais avant d'y arriver, il trébuche sur le sol, sur un arrangement de roches, apparemment. Et quand il les regarde, il peut voir que ces roches sont clairement arrangées d'une certaine manière, d'une manière particulière. Avec un sentiment d'effroi, Lance se penche et déplace l'une de ces roches, et en dessous, il peut voir le visage de Dave. Il s'avère donc que la nuit précédente, quand Rafi et Dave sont sortis de leur tente et ont commencé à avoir cette conversation très intense, ce dont ils ont parlé, c'était « qu'est-ce qu'on fait ?» Nous savons on sait qu'on va mourir, personne ne va arriver à nous avant qu'on meure de faim ou de déshydratation, ou alors qu'un animal va nous attaquer, nous tuer, bref, on n'a plus d'espoir. Donc, alors qu'ils sont assis là, Dave sort un couteau de sa poche et tente de se cisailler, de se couper les poignets. Mais il ne peut pas couper assez profondément pour se tuer. Donc, Dave dit à Rafi, « Écoute Rafi, tu vas devoir me tuer. Et après ça, tu vas devoir te tuer toi. » Et Rafi a accepté. Rafi et Dave sont retournés à l'intérieur de leur tente, sans sol. Ils se sont allongés, enfin Dave s'est allongé sur le dos, il a relevé son t-shirt, il a exposé sa cage thoracique. Rafi a sorti son couteau de poche qui fait une dizaine de centimètres, 15 centimètres, et il l'a placé sur le côté de la cage thoracique de Dave.
et Dave qui essentiellement l'encourageait à le poignarder. Raffi a tenté de pousser le couteau dans le cœur, de ce côté-là, dans le cœur de Dave, mais il ne pouvait pas percer la peau. C'est en fin de compte plus difficile qu'on ne le pense de tuer quelqu'un de sang-froid avec un couteau de ce genre-là, surtout, et surtout quand on n'a pas l'habitude, et surtout quand c'est un ami. Et surtout aussi quand on est épuisé comme il l'était. Dave crie vraiment de douleur parce que ça fait mal, mais il continue d'exhorter Raffi à continuer à le faire. Vas-y, vas-y, pousse. Et finalement, Raffi réussit à faire passer le couteau entre les côtes et dans le cœur de Dave. Dave ne meurt pas tout de suite, mais Raffi couvre sa bouche et continue à pousser ce couteau jusqu'à ce que Dave finisse par mourir. Une fois que Dave est mort, Raffi utilise le peu d'énergie qu'il a pour traîner son corps loin de la tente, où il l'enterre donc sous ces roches, là où Lance va le trouver. Et Raffi, qui n'a maintenant quasi plus d'énergie, rampe jusqu'à sa tente, s'allonge sur ces roches à l'intérieur de sa tente et il attend de mourir. Mais donc, quelques heures plus tard seulement, le matin du 8 août, Lance, le garde forestier et son volontaire descendent et découvrent Raffi avant qu'il ne meure. Dave et Raffi ne savent pas que ce campement, en fin de compte, est situé à 15 ou 20 minutes de marche de leur voiture. Ils sont morts Dave est mort quasi à quelques centaines de mètres de leur voiture. 9 mois plus tard, le 11 mai 2000, Raffi plaide coupable de meurtre et il est condamné à 16 ans de prison. Mais Raffi insiste tout le long du procès sur la raison pour laquelle il a tué Dave, et la raison pour laquelle il a tué Dave, c'est parce que Dave lui a demandé, Dave l'a exigé, et tous les deux s'imaginaient perdus. C'est un meurtre par compassion qui a été fait, qui a été commis, et Raffi avait l'intention de mourir lui-même juste après. C'est donc un meurtre-suicide, comme on appelle ça aux États-Unis. La famille de Dave est tout à fait du côté de Raffi, elle croit tout à fait que Raffi a fait ça par compassion. Et un autre juge dans le procès en appel le croit aussi, et donc finalement Raffi ne purge que 16 mois de prison avant d'être libéré. Qu'auriez-vous fait ? Voici qui conclut cette histoire qui, j'espère, vous a plu. Souvenez-vous de boire suffisamment d'eau. Ça, je crois que je vous en avais parlé dans un récit de l'ombre précédent où il ne faut pas en boire trop non plus. Et faites bien attention à vous. Faites bien attention au soleil. Souvenez-vous du chapeau. Et je vous retrouve samedi prochain pour un autre récit de l'ombre. À bientôt. Au revoir.